Merci Patrick, monsieur le maire. Quel plaisir à chaque fois de dire ça. Monsieur le maire de Faches-Tuménil, dont vous avez, je le crois, toutes les raisons d'être fier de lui et de toute l'équipe municipale qui fait un travail formidable, qui a à cœur de refaire aussi de la politique au sens noble du terme dans la ville, en mettant en place toutes sortes d'initiatives, notamment autour de la démocratie, qui, je le crois, redonne du sens à l'engagement politique. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés ici à Faches-Tuménil, et spécialement en cette rentrée, dans cette braderie qui, au début de l'automne, aurait pu nous trouver avec une autre météo, mais même s'il ne fait pas très chaud, il fait beau et on sait l'apprécier. Je veux situer mon propos de cette rentrée d'abord autour de la question qui nous paraît ô combien prioritaire, mais qui est beaucoup trop peu évoquée dans le débat public. Comme Patrick, je crois que l'on parle beaucoup trop de certaines choses et beaucoup trop peu de beaucoup d'autres. Et la première, c'est évidemment la question sociale. Notre gouvernement, en cette rentrée, nous sert une belle propagande sur le thème de la reprise économique. Il faudrait résumer, tout va bien. La réalité, nous la connaissons. C'est que le quinquennat d'Emmanuel Macron est un quinquennat où, en dépit de cette propagande, 6 Français sur 10 estiment, et ils ont raison, avoir perdu du pouvoir d'achat. Alors vous les avez vus riposter avec toutes sortes de graphiques. Nous montrons que non, c'est pas vrai. En pourcentage, les plus riches ont moins gagné que les moins riches. La vérité, c'est que le pourcentage, si petit soit-il, sur des sommes astronomiques qui sont celles qu'ont eu à connaître les plus riches, représente évidemment beaucoup plus d'argent que l'argent des plus modestes. 6 Français sur 10 ont donc perdu du pouvoir d'achat, mais on ne va pas s'en contenter. Il faut dire clairement et mettre des mots sur la situation d'urgence sociale qui existe dans notre pays. 1 Français sur 3 en cette rentrée a des difficultés pour payer son loyer. 1 Français sur 5 déclare devoir sauter un repas pour pouvoir boucler ses fins de mois. 1 Français sur 3 n'est pas parti une seule fois, ni en week-end, ni en vacances, pendant toute la période de la crise sanitaire que nous avons eu à connaître. 8 millions de nos concitoyens, 8 millions ont besoin de l'aide alimentaire. 2 millions y ont recours, dont 1 million depuis seulement 1 an, ce qui montre l'aggravation considérable. Et tout ça vient en plus être percuté par ces hausses de factures que chacun a à connaître, le gaz et l'électricité, et d'autant plus que désormais le gaz et l'électricité sont régis par un marché et que par conséquent les prix augmentent. Notez que par exemple, le prix de l'électricité n'augmente que pour une seule raison. Parce que depuis qu'ils ont créé un marché, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Par conséquent, si le gaz augmente, mécaniquement, l'électricité augmente d'autant. Mais vous vous rappelez peut-être, comme moi, que la Commission européenne, lorsqu'elle nous avait vendu l'ouverture des marchés de l'énergie, nous avait promis que les usagers en verraient immédiatement le bénéfice parce que, bien sûr, magiquement, la concurrence ferait baisser les prix. Et chacun d'entre vous qui voit ses factures d'électricité et de gaz augmenter, voit bien qu'en effet, les prix ont baissé, n'est-ce pas? Évidemment non. 60% d'augmentation sur la facture d'électricité depuis qu'ils ont ouvert à la concurrence. 80% d'augmentation sur la facture de gaz depuis qu'ils ont ouvert à la concurrence. Et M. Castex est arrivé l'autre soir sur TF1 et il nous a régalé de l'information suivante. Il nous a dit « Les prix augmentent demain, je vais les bloquer après-demain ». Ce qui veut dire que tout le monde a bien saisi, vous allez devoir en effet payer ces hausses successives que nous avons eu à connaître en juin, en juillet, en août, en septembre. Sans doute l'électricité augmentera au mois de février 2022, bref. Et évidemment, M. Castex, grand prince, va geler les prix après les augmentations jusqu'à, tiens, fruit du hasard, un calendrier qui est celui du mois d'avril,
qui nous amène directement à l'élection présidentielle. Je crois que personne n'est dupe de cette situation. Et sur un autre front social qui nous intéresse tout particulièrement, la situation de l'emploi en France, eh bien là c'est pareil. Entre la propagande gouvernementale et la réalité sociale que nous mesurons partout, nous voyons un fossé considérable. Ils nous disent « le chômage n'a jamais été aussi bas ». Et évidemment, ils précisent, c'est la petite astérix, vous savez, comme sur les contrats d'assurance, en bas du contrat, le chômage au sens du Bureau international du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vous présentent des statistiques qui ne tiennent compte que d'une seule catégorie d'inscrits à Pôle emploi, la catégorie A. Or, nous pouvons affirmer, sans sourciller, que si vous prenez la catégorie A, B et C, il y a 5% d'inscrits à Pôle emploi de plus aujourd'hui qu'il n'y en avait à la même période il y a un an. Presque 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Monsieur Macron nous dit oui, mais regardez, il y a des emplois non pourvus de façon considérable, il y en a des quantités astronomiques. Et nous voyons bien en effet que dans certains secteurs d'activité, il y a des difficultés à recruter. On pense par exemple à la restauration. Mais si vous mettez la masse de ces emplois non pourvus en corrélation avec la masse du nombre d'inscrits à Pôle emploi, alors, messieurs, dames, vous avez seulement un emploi non pourvu pour en moyenne 24 chômeurs disponibles. Par conséquent, nous savons et nous affirmons que le problème de l'emploi et du chômage en France n'est non pas celui d'un chômage volontaire qu'ils voudraient nous vendre. Nous ne cesserons jamais de rappeler que le chômage est d'abord et avant tout une souffrance et que ses conséquences indirectes, sanitaires, dans la vie de famille, ses conséquences sociales, tuent en moyenne 10 000 personnes par an dans notre pays. Qu'il n'y a pas, non, de corrélation entre le niveau de l'indemnisation du chômage et le niveau du chômage lui-même. Et que si vous voulez vous en convaincre, rappelez-vous toujours que le chômage était au plus bas dans ce pays dans les années 70, alors que son indemnisation était au plus haut. Et que bien évidemment, le principal problème est celui de la création d'activités et d'emplois. Vous ne le savez peut-être pas, encore que j'en suis sûr, dans vos familles autour de vous, on en subit les conséquences. 90% des contrats qui sont signés, 90% des embauches qui sont réalisées sont des contrats courts. Des contrats parfois extrêmement courts. Des contrats parfois de moins d'un mois. Des contrats de moins d'une semaine. Des contrats de moins d'un jour qui font de plus en plus ressembler le marché de l'emploi français à celui de l'Allemagne où vous avez 7 millions de mini-jobbers, comme on les appelle, des contrats tellement précaires que vous arrivez le matin pour prendre votre poste de travail et vous ne savez même pas si vous aurez encore votre poste le soir venu. Cette situation de précarité n'est pas acceptable. D'autant plus que nous savons que des méthodes existent qui permettent de créer de l'activité et de l'emploi dans ce pays. La bonne méthode, c'est le partage du temps de travail. Travailler moins pour travailler mieux et travailler toutes et tous. Et nous avons de tels défis à relever, au premier desquels le changement climatique, que nous allons devoir nous retrousser les manches toutes et tous à travers de nombreux nouveaux emplois, de nombreux nouveaux secteurs dans lesquels il va falloir investir, former des gens, travailler pour relever ce grand défi. Premier défi donc, je l'ai dit, la question sociale. Ensuite, puisque j'en parle, le défi climatique. Nous avons vu cet été des choses que nous n'étions pas prêts à voir. Ces inondations incroyables, à quelques pas de chez nous, du côté de la Belgique, ces incendies spectaculaires que nous avons eu à connaître dans le sud du pays, ou encore cette semaine, les images d'inondations absolument incroyables que l'on a vues à Marseille, parce qu'en effet, les premiers effets du changement climatique sur le bassin méditerranéen, c'est beaucoup d'eau, de la pluie. Il en est tombé en quelques heures ce qu'il en tombait d'habitude en 3 mois. Et nous sommes alertés une nouvelle fois par les scientifiques du GIEC qui, au cœur de l'été, ont publié ce rapport qui nous dit en substance, compte tenu de la trajectoire dans laquelle nous sommes, on va vers 2,7 degrés d'augmentation du climat d'ici à 2100. Et mes amis, vous savez comme moi que rien qu'1 degré d'augmentation du climat, ce sont des conséquences désastreuses et surtout des conséquences qui ne sont pas linéaires. Il y a un effet boule de neige au changement climatique. En 50 ans, 60% des espèces vertébrées ont disparu. Et nous avons appris également cette semaine qu'un bébé qui naîtrait aujourd'hui
en 2021, va connaître dans sa vie 30 épisodes de chaleur extrême avec des étés à 50, 55 degrés. 7 fois plus que ses aïeux. Ils vont connaître des catastrophes importantes. Oh, il ne s'agit pas de faire pour nous du catastrophisme, mais de se référer à la parole scientifique pour savoir ce que nous avons à faire. Et je voudrais vous faire cette confidence. Le bébé qui va avoir à connaître, naissant aujourd'hui, ce changement climatique et ses conséquences, va le connaître quel que soit son prénom, et n'en déplaise à Monsieur Zemmour. C'est l'intérêt général et notre humanité collective qui est mise en cause dans cette situation. Songez, comme pendant qu'ils nous parlent sans cesse de l'immigration, j'y viens dans un instant, ils font une belle diversion. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que dans quelques temps, dans bien peu de temps, les obsessions de M. Zemmour et Mme Le Pen, compte tenu de la pente des événements, et notamment sur la question du changement climatique, vont être reléguées bien loin dans la liste des préoccupations. Car indépendamment de nos couleurs de peau, de nos religions ou de nos appartenances respectives, ces changements, nous allons devoir les affronter, quoi que l'on en pense. Alors, paraît-il, Monsieur Zemmour, il y aurait en France un grand remplacement. Mais ça n'est pas vrai. Et injecter un peu de raison et de chiffres dans ce débat permet de le vérifier. La France a toujours été un pays d'immigration. Et le niveau de l'immigration aujourd'hui est sans commune mesure bien inférieur à ce qu'il a pu être dans les années 30, les années 60. Non, il n'est pas vrai qu'avec 275 000 personnes qui sont entrées l'an dernier sur notre territoire, il y aurait je ne sais quelle vague ou je ne sais quelle submersion. Et songez au fait que si nous ne sommes pas capables d'affronter les flux migratoires qui existent aujourd'hui, d'accueillir dignement et de répartir l'effort entre tous les pays, mais qu'allons-nous dire dans quelques années? Car le même GIEC qui fait les prédictions sur le changement climatique nous explique que d'ici à 2050, sous l'effet du réchauffement climatique, ce ne sont pas 70 millions de personnes qui, comme aujourd'hui à travers la planète, doivent se déplacer pour tant de raisons, mais 250 millions de personnes qui, messieurs, dames, non pas vont choisir de quitter leur terre d'origine, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Et peut-être parmi eux, nos enfants, nos cousins, nos frères, nos sœurs. Il faut rappeler que l'aspiration première des gens, c'est de vivre dignement au pays. On ne quitte pas ses terres d'origine de gaieté de cœur ou par plaisir pour faire du tourisme, comme le croit M. Zemmour. Et d'ailleurs, il y a des causes au mouvement de population qui ne sont jamais évoquées par ces grands messieurs dames. Le changement climatique, je viens d'en parler. La question géopolitique, les guerres, comme le fiasco que nous venons de connaître après 20 ans de prétendue guerre au terrorisme en Afghanistan, dont on voit le résultat avec le retour au pouvoir des talibans. Cela aussi participe des mouvements de population. Mais aussi les accords commerciaux inégaux qui font que l'on irrigue des marchés entiers de pays africains de nos produits subventionnés et que l'on ruine les capacités de développement économique de ces pays. Madame Le Pen n'en parle jamais. Le GIEC dit qu'il va y avoir 250 millions de personnes poussées à quitter leur territoire à cause du changement climatique. Et la madame propose quoi? Un référendum sur l'immigration. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle compte demander leur avis aux gens. Est-ce qu'ils sont pour ou contre le changement climatique? Nous avons donc deux choses à faire. La première, traiter les causes des mouvements de population. Et la deuxième, c'est que quand des gens arrivent en désespoir de cause, c'est l'honneur de la France de les accueillir dignement. Et c'est notre honneur de porter une parole forte qui consiste à dire qu'en dépit de tout, nous avons un devoir d'humanité et que comme être humain d'abord, nous ne supportons pas que 35 000 personnes aient eu à mourir ou à disparaître, dont beaucoup d'enfants, sur les rives de la Méditerranée depuis le début des années 2000. Alors, Monsieur Zemmour, non, il n'y a pas de grand remplacement. Mais pendant que vous le dites, et pendant que la madame vous court après en reprenant les accents de son papa qu'elle avait perdu, eh bien, nous voyons que sur d'autres sujets, notamment l'économie et le social, vous êtes d'une nullité confondante non seulement, mais surtout, disons-le, vous êtes très macroniste. Monsieur Zemmour propose, comme Monsieur Macron, d'augmenter le départ
à la retraite, l'âge de départ à la retraite. Madame Le Pen, comme Monsieur Macron, refuse d'augmenter les salaires. Alors il faut dire ce qui doit être dit. Il y a une grande diversion. Alors que les Français auraient des causes communes sur lesquelles se rassembler, celles dont nous avons parlé ce matin, les salaires, l'emploi, le pouvoir d'achat, le changement climatique, ces gens-là distillent le poison de la division pour permettre ceci, que les pauvres se battent entre eux selon leur couleur de peau, leur religion et tout le reste, et leur prénom, plutôt que d'affronter les véritables responsables de leur situation. Car messieurs, dames, est-ce que ça ne vous étonne pas que cette semaine, aucune émission politique, aucune, n'aura traité du scandale massif de fraude et d'évasion fiscale qui nous a été révélé? On a appris en début de semaine dernière que 11 300 milliards de dollars, retenez ce chiffre et mettez-y le nombre de zéros qu'il faut pour l'écrire sur une feuille de papier. 11 300 milliards de dollars sont volés au peuple du monde entier par des fraudeurs et des évadés fiscaux, parmi lesquels des chefs d'État et de nombreux milliardaires. Eh bien, messieurs, dames, 11 300 milliards de dollars, c'est 42 fois ce qu'il faudrait pour en finir avec la faim dans le monde. Et de quoi parlons-nous? Des obsessions de M. Zemmour et de Mme Le Pen, derrière lesquelles tout le monde saute à la corde. Eh bien, nous affirmons haut et fort, ce matin, ici, depuis Fâche-Tuménil, que nous n'avons pas l'intention de nous laisser voler les débats de l'élection présidentielle. Et que s'il le faut, à coups de pied dans les portes, nous allons imposer les thèmes qui nous paraissent être les thèmes de préoccupation prioritaires des Français. Oui, nous voulons faire France de tout bois, en République, pour régler les défis qui nous font face. Alors c'est le moment d'aller vers l'achèvement de mon propos, je le sais, et je voudrais vous dire ceci. Dans 6 mois se tient l'échéance, la seule, qui, compte tenu des pouvoirs qu'elle confère à celle ou celui qui la gagne, permet véritablement de tout changer. Et pour moi, le choix s'opère finalement de manière assez binaire. Il n'y a guère que 2 choix, même s'il y aura une vingtaine de candidats. D'un côté, la continuité, avec des candidats interchangeables qui appliqueront avec plus ou moins de zèle les directives de la Commission européenne et nous promettent des lendemains qui déchantent, ou la rupture que nous incarnons avec Jean-Luc Mélenchon, le candidat qui propose de changer nos institutions en permettant au peuple de se refonder pour passer à la 6e République, de partager les richesses, ce qui doit être fait dans ce pays pour éradiquer une pauvreté insupportable dans la 6e puissance économique du monde, d'engager la bifurcation écologique de toute notre économie pour relever ce grand défi et nous préparer à la part irréversible qui est déjà annoncée, et d'avoir une France indépendante sur la scène internationale à l'heure où guettent bien des dangers par la montée des tensions, notamment entre les États-Unis et la Chine. Nous disons que nous n'avons plus rien à faire dans l'OTAN sous commandement américain. Et l'actualité récente, cette crise des sous-marins australiens, nous rappelle que les États-Unis d'Amérique n'ont pas d'alliés, mais que des affidés. Et que la place de la France n'est pas d'être à la remorque des États-Unis d'Amérique. Alors Patrick vous l'a dit très justement, on est en campagne depuis 10 mois et on ne cesse de dire aux gens, le candidat, c'est le programme. Et ce programme, mesdames, messieurs, il sera disponible bientôt, dès le mois de novembre. Parce que nous avons une haute idée de ce qu'est une campagne présidentielle et de l'ancrage d'un programme dans le paysage. Nous respectons les gens. Un programme politique, ça n'est pas une formalité administrative, un petit feuillet en papier glacé que l'on édite à quelques jours d'une élection parce qu'il en faut un. Non, c'est une vision de la France. Ce sont des propositions que nous voulons ancrer dans le pays. Ce programme sera donc disponible en novembre. Et Patrick vous l'a dit, nous avons fait cet été une grande enquête sur 42 mesures les plus structurantes de ce programme que nous portons. Et quelle fut notre surprise
de voir le niveau d'adhésion massif qu'il y a pour ces idées. Par exemple, 76% des Français sont d'accord pour l'augmentation des salaires telle que nous la proposons. Plus de 60% des Français sont pour la convocation d'une assemblée constituante pour passer la 6ème République. 80% des Français sont pour l'objectif de 100% d'énergie renouvelable que nous fixons à terme avec la planification écologique, etc., etc. Et récemment d'ailleurs, on a vu que 4 Français sur 5 sont contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Et je ne vais pas me lancer devant vous sur un exposé sur les retraites, mais nous savons qu'il y a de quoi largement, à la condition que l'on partage les richesses, de financer des niveaux de pension et une retraite digne dès 60 ans. Alors, puisqu'il y a une majorité d'adhésion visiblement pour un programme, nous avons 6 mois pour que cette adhésion à des idées se traduise en bulletin de vote. Et nous savons que notre sort est scellé à la participation populaire. Mesdames et messieurs, parmi vous, il y en a sûrement beaucoup qui ont 1000 raisons d'être dégoûtés de la politique, de s'en tenir à distance, parce qu'il y a eu des promesses trahies, parce qu'il y a eu des renoncements, parce qu'il y a eu ce référendum de 2005 sur les traités européens où les Français avaient dit non, et où M. Sarkozy, derrière, a repeint tout ça en traité de Lisbonne et a dit oui. Tout ça participe du désintérêt pour la chose politique que nous avons vu à un point culminant aux dernières régionales avec 80% d'abstention. Eh bien, mesdames, messieurs, sachez-le, les 500 familles dont le patrimoine a doublé, les 500 familles les plus riches dont le patrimoine a doublé sous l'effet de l'action d'Emmanuel Macron, celles-là, nous en sommes sûrs, vont retourner au bureau de vote en 2022 pour en réclamer 5 ans de plus. Mais nous savons aussi que dans la grande masse du peuple, si les gens se mettent à regarder précisément ce qui est proposé, alors il y a une majorité disponible pour nous. Plus la participation populaire sera ample, plus nous avons des chances d'y arriver. Notre principale réserve, notre principal espoir, c'est de mobiliser ces Françaises et ces Français qui aujourd'hui se tiennent à l'écart. C'est pourquoi chaque semaine, avec notre bâton de pèlerin, nous allons planter ces caravanes de l'Union populaire dans les quartiers où plus personne ne va, dans les quartiers où certains théorisaient d'ailleurs que ça ne sert plus à rien d'y aller parce que les gens ne votent plus. Alors pourquoi vous voulez aller faire campagne dans les quartiers où les gens ne votent plus? Eh bien nous précisément, c'est là où les gens ne votent plus d'abord que nous voulons aller. Parce que si eux vont aux urnes le dimanche 10 avril 2022, alors nous pourrons changer les choses. Mesdames et messieurs, c'est un fait. L'abstention vote Macron. L'abstention, la résignation sont nos principaux adversaires. C'est contre eux que nous devons lutter pied à pied pendant les 6 mois qui viennent. Et parmi vous, je le sais, certains ont de l'énergie et du temps disponible pour nous y aider. Alors, je vous y appelle. C'est un appel à l'action que je vous lance. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette échéance, nous l'attendons depuis 5 ans. Et nous ne savons pas ce qui adviendra ensuite. Bien mal inspirés, ceux qui font déjà des calculs sur le coup d'après pensent que cette élection est perdue et donc préparent leur place pour 2027. Mais c'est irresponsable. Qui ici peut me dire ce qu'il va se passer d'ici à 2027, compte tenu de tout ce que nous venons de décrire? Il nous faut donc prendre le chemin le plus direct et le plus court. Et ce chemin, il est devant nous dans 6 mois. J'achève avec la phrase du philosophe que j'aime tant à citer en ses fins de discours. C'est Gaston Bachelard qui dit ceci: le futur, l'avenir, ça n'est pas ce qui va arriver. Le futur, l'avenir, c'est ce que nous allons faire. Merci à toutes et tous et bonne braderie.